Et on revient en plateau avec notre invité, Kian Habibian. Vous êtes cofondateur de We Are Iranian Students. Vous êtes franco-iranien. Quel est votre sentiment après la mort du guide suprême? Mon sentiment, il rejoint celui de la population. C'est un soulagement de voir ce dictateur en place depuis 89 tomber, offrir peut-être une lueur d'espoir à toutes ces familles qui ont perdu des proches depuis 47 ans, qui demandaient la justice, qui demandaient l'aide de la communauté internationale. Donc, bien entendu, un soulagement. Et deuxièmement, je dirais aussi peut-être un réconfort en voyant les scènes de joie à Téhéran notamment. Vous parlez des scènes de joie qu'on a pu voir au début de cette édition spéciale. Est-ce que vous avez pu joindre des proches sur place? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, toutes les personnes qu'on a pu contacter nous partagent leur joie. Certaines personnes n'en reviennent toujours pas, que Khamenei n'est plus de ce monde. Il faut sans doute avoir vécu sous une dictature pour se rendre compte de l'oppression que cette personne représentait aux yeux de la population. Donc, globalement, un soulagement. Beaucoup nous disent également se tenir prêt pour ce qui arrivera après, parce que c'est bien la population iranienne qui doit devenir souveraine de ses propres décisions. Vous parlez de population souveraine et de se tenir prêt pour ce qui arrive justement après. La population, elle est descendue dans la rue. En janvier, elle a été durement réprimée avec des manifestations sanglantes. Est-ce qu'aujourd'hui, une partie de la population, plus ou moins grande, est prête à se remobiliser? La population, elle est non seulement prête, mais elle s'est déjà mobilisée. La semaine dernière, nous avions déjà des manifestations massives dans les universités. Dès la réouverture des universités en Iran, les étudiants ont commencé à protester contre le régime. On commémorait également le 40e jour suite au décès de beaucoup de victimes des 8 et 9 janvier. Et on l'a vu à chaque fois, c'est des slogans anti-régime qui sont donnés. Donc la rupture entre la population et le régime est absolument totale. Donc, c'est une évidence qu'ils se tiennent prêts. Maintenant, ce qu'il faut, c'est garantir à cette population qu'elle ne se retrouve pas dans le même scénario que janvier, qu'il n'y ait pas à nouveau un massacre à huis clos. Et donc là, il faut que la communauté internationale active sa responsabilité de protéger pour offrir des communications aux Iraniens, pour apporter de l'aide si nécessaire, pour activer via des satellites les communications, mais également pour mettre la pression sur le régime. Les exécutions continuent. Il y a un risque énorme qu'ils s'en prennent à leur propre population parce que certes, leur appareil de réponse militaire est affaibli, leur force de répression à l'intérieur existe toujours. Et ce matin, Rolibov, qui est le président du Parlement iranien, a menacé la population. C'est leur priorité, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se faire bombarder. Le guide suprême est mort. Les hauts dignitaires du régime sont tombés. Sa priorité pour lui, c'est menacer les civils qui sont désarmés. Menacer les civils qui sont désarmés. Vous évoquez aussi finalement le triumvirat qui est mis en place. Donc, c'est-à-dire que même si le guide suprême est mort derrière, le régime, lui, continue. Est-ce que finalement, ça, c'est pas un signe de désespoir aussi? Désespoir dans quel De sens? désespoir de se dire que le régime, lui, continue à œuvrer. Alors, si on se fie à la déclaration de Trump hier, suite au début des opérations, on voit clairement que l'objectif en lui-même, c'est pas d'aller jusqu'au changement du régime. Eux, c'est d'affaiblir le programme balistique, nucléaire et le financement des proxys. La dernière étape, il le dit lui-même, c'est la partie où les Iraniens reprennent leur destin en main. Donc, quand bien même ce trio aurait pris forme, ce trio va sans doute nommer un nouveau mollah ou un gardien de la révolution à la tête du pays. Ce système, dans sa globalité, n'a pas de légitimité. Pezeshkian a été élu avec un taux de participation extrêmement bas. Les religieux, aux dernières nouvelles, n'ont pas été élus. Donc, ils ne sont même pas légitimes aux yeux de la population. Donc, quand bien même ils essaieraient de survivre, en théorie, dans les faits, ils seraient absolument désapprouvés par la population. Alors, vous dites que les gardiens donc, ne sont pas légitimes. En revanche, on a pu voir aujourd'hui aussi bien donc, des scènes de liesse qui accueillaient effectivement favorablement le décès du guide suprême, mais il y a également eu des scènes de deuil, de tristesse. On est face à une Iran divisée aujourd'hui. Alors, évidemment qu'il y a des Iraniens qui sont encore partisans du régime. Les motifs peuvent être multiples, par intérêt économique, idéologique. Ce qui est sûr et certain, c'est que la division, elle est quand même en faveur des gens opposés au régime. Les derniers sondages nous montraient un rapport de 80% contre 20% pour. Et dans le 20% pour, on le sait, il y a d'énormes factions différentes qui existent. Donc, divisé peut-être, mais aux dernières nouvelles, étant donné que l'ambition de la population iranienne reste la démocratie, en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Mais les gardiens de la révolution restent quand même puissants dans le pays. Ils restent puissants et comme on le disait à l'instant, leur appareil militaire est affaibli. Il va sans doute s'affaiblir encore plus
Par contre, ce qui ne change pas, c'est le contrôle qu'ils ont encore sur l'économie. C'est toutes les personnes de l'ombre des gardiens de la Révolution qui continuent d'agir. Et donc, c'est bien sur ces leviers-là que la communauté internationale doit agir. Je pense notamment au fait que l'Union européenne, par exemple, a classé les gardiens de la Révolution sur la liste des entités terroristes. Cette sanction ne concerne que 20 personnes. C'est très peu pour un système aussi large. On parle d'un pays qui fait 3 fois la taille de la France, 92 millions d'habitants. Sanctionner 20 personnes, excusez-moi, mais c'est avoir très peu d'ambition, ou en tout cas très peu de volonté d'appliquer un réel changement à l'intérieur du pays. Bien, vous restez avec nous. On va faire un focus sur les gardiens de la Révolution qui ont été créés au lendemain de la Révolution de 1979. Et donc aujourd'hui, c'est l'organisation la plus puissante d'Iran, force militaire parallèle, bras armé du régime, acteur économique majeur. Qui sont-ils? Les explications de Noémie Roche. On les appelle Pasdaran. Fondée en 1979 par l'ayatollah Khomeini, quelques mois après la révolution islamique, les gardiens de la révolution constituent une organisation militaire d'élite. Née de la méfiance du nouveau régime d'alors envers une armée régulière jugée trop liée à l'ancien pouvoir du Shah, les Pasdaran sont chargés du maintien de l'ordre. Leur mission, protéger le régime islamique et prévenir tout coup d'État. Les gardiens de la Révolution comptent environ 150 000 membres. Ils disposent de leurs propres forces terrestres, navales, aérospatiales et spatiales, une véritable armée parallèle. Les gardiens de la Révolution contrôlent aussi des secteurs clés de l'économie iranienne. Pétrole, construction, télécommunications, agroalimentaire. Ils détiendraient jusqu'à 50% des richesses pétrolières du pays. Malgré sa puissance, l'institution a subi des pertes de figures majeures ces dernières années, comme le général Rassem Soleimani, chef des opérations extérieures, tué par une frappe américaine en 2020, ou Hossein Salami, éliminé par Israël en juin dernier. Et on revient en plateau, on s'intéresse donc aux gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, ça fait partie des derniers piliers de ce régime. Est-ce que leur force, leur pouvoir est en train de se fissurer aujourd'hui ? Le système, oui, des gardiens de la Révolution est en train de se fissurer. Comme vous le présentiez très justement, c'est un système qui est extrêmement large, qui couvre tant le domaine militaire qu'économique. Le domaine militaire, lui, est en train de se fissurer. On le sait également, dans les régimes qui sont corrompus, il y a des jeux de pouvoir au sein même du système. Et donc, on sait également qu'au sein des gardiens de la Révolution, il y a des factions. Au vu du fait que plusieurs têtes dignitaires du régime sont tombées, y compris Khamenei, il y a une compétition qui va se lancer également entre eux pour savoir qui va prendre la suite. Il y en a qui vont sans doute se dire qu'il y a encore une chance pour eux de rester en place, d'autres qui vont également chercher une porte de sortie. Donc évidemment, c'est un système qui est affaibli. Néanmoins, il leur reste également des leviers économiques, et on l'évoquait à l'instant. Certes, l'économie iranienne est à genoux. Ce que font les gardiens de la Révolution, c'est commettre un délit d'initié, c'est-à-dire qu'ils sont au courant de l'arrivée des sanctions, des pressions géopolitiques au niveau international, et donc anticipent tous ces mouvements. Ils achètent par exemple le dollar à un taux largement plus bas que celui du marché, donc la totalité de ces leviers, de ces actions leur permettent encore d'avoir le contrôle. Et très souvent, on parle également de la levée des sanctions dans le cadre des négociations. La levée des sanctions ne bénéficie qu'aux gardiens de la Révolution. Ce sont bien eux qui ont le contrôle des plus grandes entreprises, des secteurs clés de l'économie, et donc c'est eux qui cherchent à se remplir les poches. Et Gauthier Rybinski nous a rejoint en plateau, chroniqueur international donc pour France 24. Gauthier, les gardiens de la Révolution, c'est le dernier maillon qui fait tenir le régime aujourd'hui. Je serais tenté de vous dire oui, mais ce que vient de dire aussi notre invité prouve qu'il y a une forme, ça date pas d'aujourd'hui, mais qu'il y a une forme de vénalité chez les gardiens de la Révolution qui peut être de nature à, comment dirais-je, à les faire dévier d'un certain cours. Je n'en sais rien, mais si vous voulez, quand il y a quand même cette supercherie depuis si longtemps, c'est-à-dire que les gardiens de la Révolution ont fait croire à beaucoup d'Iraniens, et dont beaucoup n'étaient pas dupes, mais leur ont fait croire qu'ils étaient la substantifique moelle de l'authenticité de la Révolution de 1979. On se dit, il y a justement une captation indue des richesses. Vous avez cité cet exemple tout à fait parlant et juste qui consiste à changer des dollars à des cours avantageux. Et là, vous vous dites, où est l'esprit de la Révolution, si tant est qu'il ait existé dans ce sens-là?
C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à votre question, parce qu'on peut très bien imaginer que certains d'entre eux, dans une perspective jusqu'au boutiste, ou bien dans la perspective, j'allais dire, c'est la jurisprudence Maduro, c'est-à-dire essaye de se placer auprès d'Américains en disant « nous sommes là pour faire la transition, nous pouvons être le maillon qu'il vous manque ». C'est pas impossible aussi, et puis sinon il va y avoir des fuites, il va y avoir ceux qui essayent de préserver ceux qu'ils ont mis dans leur poche. C'est la raison pour laquelle j'ai du mal à répondre complètement à votre question. Et à vous entendre, Gauthier, puisque ça nous permet aussi de revenir sur la mort d'Ali Khamenei, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu finalement un régime qui a été infiltré pour qu'on puisse avoir des renseignements permettant d'aller cibler si précisément le guide suprême ? Là aussi, il y a deux choses. Il y a effectivement le symbole très fort qui consiste à cibler le guide suprême, lequel est fondamentalement à l'origine des grandes directions et directives de la République islamique. Ça ne veut pas dire que ça dédouane les autres, ni les gardiens de la Révolution, mais effectivement, le fait de le cibler prouve... Alors, qu'il y a du renseignement, qu'il y a aussi parfois dans la direction, dans l'ex-direction iranienne, faut-il parler comme ça, une forme d'assurance absolue, selon l'idée que finalement on ne risque pas grand-chose et que de toute manière l'ennemi, le grand Satan ou le petit Satan Israël sont finalement assez stupides pour se laisser avoir par des mesures finalement de protection. Comment dirais-je ? Ça veut dire que la direction de la République islamique a et a toujours eu une forme de supériorité ou de sentiment de supériorité qui, pensait-elle, la dispenser d'un certain nombre de mesures de protection. Maintenant, une fois Khamenei disparu, toute la question que se pose, c'est celle que vous souleviez. Que fait-on de ceux qui aspireront, pour une raison ou pour une autre, soit par fidélité idéologique, soit au contraire pour essayer de servir d'intermédiaire avec les États-Unis? Que se passera-t-il? Est-ce que l'on va, même artificiellement, faire maintenir en vie ce corps, cette structure administrative et politique, ou bien est-ce qu'elle va voler en éclats? Parce qu'il y a aussi, évidemment, le pouvoir de la rue, le pouvoir des Iraniens, dont je rappelle que beaucoup avaient dit il n'y a pas si longtemps, nous n'avons pas besoin des Américains, c'est à nous à faire notre révolution. Et nul doute que là, il risque d'y avoir aussi des frictions entre l'idée un peu, on va dire, automatique ou schématique qu'a Donald Trump, qui consiste à dire on a dégagé l'essentiel de la direction, maintenant tout va bien aller, et puis d'autre part, les aspirations des Iraniens. L'édition spéciale se poursuit sur France 24. Il est 14h23 si vous nous rejoignez. À la une, il était la clé de voûte du régime. Ali Khamenei est mort. Son décès a été confirmé par la télévision d'État iranienne ce matin. Le guide suprême a perdu la vie à l'âge de 86 ans dans les frappes israélo-américaines de ce samedi. Le président du pays, Massoud Pezeshkian, appelle à la vengeance. Téhéran menace Israël et les États-Unis de frappes sans précédent. Les bombardements se poursuivent au moment même où l'on se parle. Vous voyez ces images en direct. Au moins 8 personnes ont perdu la vie dans le centre d'Israël et 3 autres aux Émirats arabes unis. Puis cette question, après la mort du guide suprême, quel régime pour l'Iran? Ali Khamenei était le personnage central du régime. Un triumvirat est mis en place pour assurer la transition. Après la mort d'Ali Khamenei, les réactions se multiplient à travers le monde. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, indique que la France n'a ni été prévenue ni impliquée dans les frappes en Iran. Selon John Haley, le secrétaire à la défense britannique, peu de gens pleureront la mort du guide suprême. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, condamne les frappes israélo-américaines et les représailles de Téhéran. Et on revient en plateau avec nos invités et nos chroniqueurs. On poursuit avec vous, Kian Habibian. Vous êtes cofondateur, je le rappelle, de We Are Iranian Students. On va évoquer la transition. On a évoqué donc le triumvirat qui est mis en place. Si jamais, puisque c'est votre vœu et on l'entend, il se met en place un autre régime avec la population, est-ce que ça ne se fera pas sans une partie de cet ancien régime ? Alors, ce qui est évident, c'est que quand bien même le régime doit tomber, demain, le régime, c'est pas juste les gardiens de la Révolution. Il y a aussi toute une administration derrière. Il y a les forces de police, l'armée régulière. Donc, il faudra bien sûr composer avec ces éléments-là qui, eux, ne se sont pas nécessairement rendus coupables de crimes contre l'humanité comme le reste du pouvoir. Donc, ce sera bien sûr
au nouveau pouvoir en place, ou en tout cas au pouvoir de transition, d'assurer cette période également de stabilité. C'est ce qu'il faut absolument éviter du point de vue de la société civile, c'est de se retrouver dans un scénario où chacun veut se faire justice à soi-même. Ce n'est pas ce à quoi la société iranienne aspire. Si elle demande l'égalité, la liberté et la justice depuis toutes ces années, c'est pour qu'elle soit bien appliquée. Donc il y aura un travail très dur qui va commencer. C'est sans doute même l'étape la plus dure, c'est rebâtir une nation qui a été détruite par la République islamique pendant ces 47 dernières années. Vous parlez de se faire justice soi-même. Ça veut dire que de ne pas se faire justice soi-même, ça veut dire que s'il y a un changement de régime, pour revenir sur les manifestations et la manière dont elles ont été matées, ce que vous appelez de vos voeux, c'est finalement derrière à ce qu'il y ait une justice qui prenne en compte tout ce qui s'est passé. Exactement. Je pense que au vu du nombre de victimes en janvier, on parle au moins de 36 000 morts, il y a au moins 36 000 familles qui souhaiteraient savoir exactement ce qui s'est passé. On leur a, dans une violence absolument totale, dit de payer plusieurs millions de rials iraniens pour récupérer le corps de leurs enfants, sans même savoir pourquoi est-ce qu'on leur a tiré dessus, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là. Donc c'est des milliers, des dizaines de milliers de familles qui ont besoin d'avoir des réponses. Mais pas seulement celles-ci, celles des années précédentes aussi. Les victimes du vol PS 752, les victimes de 2019, de 2009. Il y a un travail de mémoire très important qui doit être fait, qui permettra également à la population d'aller vers l'avant. Parce que la population iranienne regarde vers l'avenir et pas vers le passé. On va continuer à évoquer ce qui se passe donc en Iran avec vous, Gauthier. On a parlé de la transition. Cette transition, elle ne pourra pas se faire sans le regard, la validation de Washington sur qui prendra le pouvoir après. Oui, on serait tenté de dire oui, bien sûr, puisque, si vous voulez, quand même, la période actuelle est marquée par un regain inédit depuis plusieurs décennies de l'impérialisme américain. Alors, aujourd'hui, on va dire, il y a quelque chose de positif, évidemment. Vous savez, c'est toujours la vieille question entre le respect du droit international et la nécessité humaine, la dignité humaine, la nécessité de venir en aide à ceux qui sont opprimés. Bon. Là, vous me dites, est-ce que Washington voudra avoir un droit de regard ? Selon deux modalités, oui. La première, c'est effectivement qu'il y ait des possibilités pour les États-Unis de, alors on va dire participer à la reconstruction, ça ce sont les mots jolis, mais d'avoir tout simplement un accès aux richesses iraniennes. Il y aura aussi un regard sur, j'allais dire, l'idéologie. Et là, c'est quelque chose de plus compliqué dans la mesure où ce qu'on voit bien, c'est que l'idéologie de l'administration américaine, globalement, je ne dis pas que ce soit le cas ici, mais globalement, la démocratie, c'est pas c'est pas sa tasse de thé, comme on dit, c'est pas forcément ça qui les intéresse. Mais s'il y a cette association, cet appariement vertueux entre le fait qu'il y ait donc libération du peuple iranien et d'autre part une forme de coopération étendue, oui, pourquoi pas. Simplement, soyons toujours conscients du fait que aux États-Unis, vous avez d'une part Trump, mais vous avez toute cette galaxie idéologique tout autour et qui est finalement assez peu convaincue de la question de la démocratie. Et surtout, souvenez-vous, ce qu'il y avait autrefois, c'est-à-dire ce qu'on appelait les hauts conservateurs, qui eux étaient contre l'axe du mal et qui voulaient absolument imposer la démocratie. Tout ça n'a pas été couronné de succès pour une raison simple aussi, c'est que vous avez cette croyance, et là je pense que l'administration actuelle la partage, vous avez cette croyance que quand on s'est servi de l'arme, du militaire, par vertu magique, tout devient fantastiquement simple. Or, pour les Iraniens comme pour les autres, les choses ne seront pas simples. Il faut simplement souhaiter qu'ils aient vraiment, eux, la main, les Iraniens, et la main sur toutes ces questions-là. Gauthier, quels sont les visages possibles pour cette transition ? On parle souvent de Reza Pahlavi, le fils du Shah, mais qui d'autre sinon ? Écoutez, il y a en Iran d'abord beaucoup de réflexions. Les révoltes, les émeutes, la révolution, parfois on peut dire récente, l'ont prouvé, mais même les précédentes. Souvenez-vous de celle qui a vu les femmes en tête de ce mouvement. Et c'était particulièrement intéressant parce que c'était des personnes qui avaient réfléchi depuis très longtemps, non seulement à ce qu'était le pouvoir des mollahs, mais à ce que pouvait être aussi le pouvoir
masculin, tout simplement. Et tout ça a été si bien réfléchi que même beaucoup d'hommes se sont agrégés à ce mouvement en disant, au fond, ce que demandent les femmes, c'est une demande universelle et qui est valable pour tout le monde, pour les hommes, pour toute la population. Est-ce que là, il y a des choses qui se sont créées en termes de structure? C'est difficile à dire parce que la répression, comme d'habitude, a été féroce et qu'il est difficile de s'organiser dans le cadre d'une répression. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il y a différentes tendances et que l'hypothèse Pahlavi, dont on nous parle beaucoup, elle est due, me semble-t-il, à une forme de méconnaissance de ce qu'a été le régime du Shah, et que, bien sûr, on a souvent dans ce cas-là la nostalgie d'un passé qu'on idéalise, mais qui n'est tout de même pas peut-être celui qui a de plus recommandable. Simplement, dans des manifestations et pour des jeunes gens, l'appel, la référence au régime du Shah d'Iran était quelque chose qui leur semblait particulièrement transgressif et donc susceptible d'être opposé au pouvoir des mollahs. Kian Habibian, quel visage pourrait incarner la transition, celui de Reza Pahlavi ? Écoutez, lorsqu'on voit par le biais de notre organisation toutes les vidéos qui nous parviennent, il y a quand même beaucoup de slogans en faveur de Reza Pahlavi. Pour autant, ça ne veut pas dire que la société iranienne est en train de lui donner carte blanche. C'est surtout pour plusieurs raisons que son nom est scandé. Certains, évidemment, par nostalgie de ce que représentait le père ou le grand-père. D'autres, pour ce que le nom représente. C'est une évidence, c'est une opposition claire à la République islamique, mais également parce que ça ouvre cette fenêtre dans laquelle ils pourront avoir un avenir démocratique et séculaire, où ils pourront exprimer leur choix. Je pense également qu'au vu des différentes images qu'on a reçues, que ce soit dans les universités, lors des commémorations, pendant les manifestations de janvier, mais également des rassemblements massifs qu'il y a eu à Munich, Los Angeles et Toronto, il y a quand même un phénomène d'ampleur autour de Reza Pahlavi qui devrait, à minima, inviter les pays démocratiques et de la communauté internationale à engager le dialogue avec cette personne. Il me semble également qu'il a présenté un plan de transition qui fait 150 pages à peu près. Encore une fois, si nous avons des gouvernements compétents avec des experts à disposition, pourquoi ne pas demander peut-être des clarifications si certains points ne semblent pas clairs et accompagner la société, parce que c'est elle qui compte au final, c'est qu'elle arrive à cet épisode des urnes qui lui permettra de choisir son mode de gouvernance et les personnes qui seront légitimes de les représenter. Et il y a quand même cette question qui se pose. Reza Pahlavi n'est plus dans le pays depuis plus de 40 ans. Est-ce que ça pose pas problème ? Alors, pour certaines personnes en Iran, oui, ça peut représenter un problème. Pour une personne qui a quitté l'Iran en 79, ça peut être un frein. Malheureusement, et comme vous le disiez très justement à l'instant, à l'intérieur de l'Iran, il a toujours été très difficile de former des partis politiques ou des syndicats. Parce que chaque fois que les étudiants ont essayé de se réunir ou d'anciens activistes politiques ont essayé de créer un mouvement, ils ont été réprimés ou se sont retrouvés en prison. Donc, ce qui est important, c'est que demain, on permette la création de ce cadre-là qui leur permettra de se constituer opposition, parce que c'est important d'avoir une opposition également, de constituer des syndicats, des groupes de réflexion, et enfin de présenter des idées et également une pluralité de profils. Et on reste avec nous sur France 24. L'édition spéciale se poursuit. Après la mort du guide suprême Ali Khamenei, on va s'intéresser au portrait de ce personnage principal du régime. Regardez. Un dictateur aux yeux de l'Occident, le guide religieux et politique pour une partie des Iraniens. L'ayatollah Ali Khamenei occupait le poste suprême en Iran. Né dans la ville sainte de Mashhad, il étudie la philosophie islamique avant de se hisser au plus haut rang du clergé chiite. Figure de la révolution islamique qui balaie le Shah en 1979, il devient 2 ans plus tard le premier religieux à être élu président de la République islamique. Fidèle de l'ayatollah Khomeini, il lui succède après sa mort en 1989. En Iran, le président et le parlement ont beau être élus, c'est le guide suprême qui a le dernier mot sur tous les sujets d'importance. Lorsque Mahmoud Ahmadinejad est réélu en 2009, des milliers d'Iraniens descendent dans les rues pour exprimer leur colère. Ali Khamenei soutient alors le président. Il exige la fin des manifestations. Elles seront violemment réprimées. Ils ne doivent pas s'imaginer qu'avec une pâle copie de la grande mobilisation du peuple lors de la révolution islamique de 1979 et qu'en caricaturant cette révolution, ils peuvent nuire à la grandeur de la République islamique et de son système. En 2013, le modéré Hassan Rouhani accède à la présidence. Téhéran accélère alors son rapprochement avec les pays occidentaux.
Ali Khamenei soutient à minima les négociations visant à limiter les ambitions nucléaires de son pays. Elles aboutissent en juillet 2015 à la signature d'un accord à Vienne. La plupart des sanctions internationales sont levées, mais la situation économique du pays reste désastreuse. À la fin de l'année 2017, des manifestations d'ampleur secouent à nouveau le pays. La protestation vise aussi le régime. Et lorsqu'en 2018, le président américain décide de retirer son pays de l'accord, à Téhéran, c'est le retour de la rhétorique anti-américaine. J'insiste sur le fait que le pays qui nous est hostile, notre véritable ennemi, c'est l'Amérique. Plongé dans une sévère crise économique, due notamment à la flambée des cours des carburants, l'Iran s'embrase à nouveau en novembre 2019. La répression est sanglante, des centaines de manifestants sont tués. 3 ans plus tard, l'arrestation puis la mort aux mains de la police des mœurs de l'étudiante Mahsa Amini pour un voile mal porté, met de nouveau le feu aux poudres. Des scènes inimaginables se multiplient. Le portrait d'Ali Khamenei est pris pour cible un peu partout dans le pays. Le régime tente alors d'écraser le mouvement. Il déclare la guerre aux femmes iraniennes qui retirent leur voile. Des centaines de contestataires sont exécutés. Le guide suprême accuse alors les États-Unis et Israël. Il est clair que ces émeutes et cette insécurité ont été organisées par l'Amérique et le régime usurpateur sioniste. Ils ont planifié et organisé tout cela. Une manière pour le guide suprême de réactiver la fibre nationaliste de ses soutiens, comme lorsque le régime lance en pleine guerre entre Israël et le Hamas une salve de missiles en direction de l'État hébreu. Les premières attaques directes de l'Iran vers son ennemi, alors que Téhéran a pris l'habitude d'agir via ses proxys en Irak, en Syrie ou au Yémen. Le 13 juin dernier, la confrontation monte encore d'un cran avec l'État hébreu qui s'en prend aux installations nucléaires et militaires de l'Iran, ainsi qu'à des lieux de pouvoir. Objectif, déstabiliser le régime. Pour Israël, l'élimination de l'ayatollah Ali Khamenei devient alors une priorité. Et après les nombreux bombardements dans la région, le Quai d'Orsay appelle les ressortissants français à la plus grande vigilance et à la plus grande prudence en fonction donc de l'évolution du contexte dans la région. Vous voyez s'afficher à l'écran plusieurs numéros que vous pouvez appeler si vous êtes situé à Tel Aviv, si vous êtes actuellement à Jérusalem, à Téhéran, à Amman ou encore à Riyad. Retour en plateau avec notre invité et notre chroniqueur Gauthier Rybinski. Gauthier, Donald Trump, le président américain, a dit qu'il avait une bonne idée de qui pourrait succéder à Ali Khamenei. Alors, vous savez que Donald Trump, en la matière, a suffisamment, en quelque sorte, habitué non seulement son congrès, non seulement son opinion interne, mais aussi l'opinion internationale, à disposer comme il le souhaite de son calendrier. Vous allez voir pourquoi je dis ça. La dernière fois qu'il avait été question de frapper l'Iran, il y avait eu un ultimatum qu'avait fixé Donald Trump, qui était de 10 jours, si je me souviens bien. Et finalement, au bout de 3, Donald Trump a frappé. Donc ça veut dire que quand vous fixez ce genre de choses, quand vous dites « j'ai une petite idée de qui pourrait succéder », c'est difficile à interpréter dans la mesure où on parlait de l'hypothèse Reza Pahlavi. Donald Trump n'avait pas l'air forcément, dans un premier temps, totalement enthousiaste à cette idée. Pourquoi ? Il y a probablement 1000 raisons, y compris même des raisons personnelles, on n'en a pas à connaître, mais l'idée qu'un dirigeant, même de transition, soit quelqu'un qui est une forte personnalité. On peut être, je ne suis pas en train d'acclamer ce personnage, ou pas. Je dis simplement qu'une forte personnalité n'est pas exactement ce que Trump, dans son arrangement et dans sa la manière de percevoir le monde, il n'a pas besoin de dirigeants forts. Vous voyez, souvenez-vous, ce qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine, son Conseil de la paix. Là, il était aux anges parce qu'il avait des personnages qui étaient, au fond, soit totalement d'accord avec lui, soit contraints d'être totalement d'accord avec lui. Est-ce que ce serait le cas d'un Reza Pahlavi, qui, concernant et qui, sachant quel est l'héritage qu'il porte,
Hein, on pourrait en reparler sur ce qu'a été l'Iran du Shah d'Iran, la SAVAK, la police politique, etc. Sans doute que Reza Pahlavi essaierait d'être différent, bien sûr. Et qu'à ce moment-là, il ne serait pas forcément dans ce qu'on attend de lui aux États-Unis. Vous voyez que ça veut simplement dire que le choix d'un président américain, d'abord, c'est Donald Trump, donc il peut y avoir des avancées, des reculades, mais qu'en même temps, le choix va se porter sur quelqu'un qui serait potentiellement le plus docile avec les États-Unis. Or, simplement pour des raisons tactiques ou peut-être stratégiques, la personnalité d'un Reza Pahlavi ne serait pas forcément en conformité avec ce qu'attend Donald Trump. Kian Habibian, finalement, quel rôle pour la société civile? Qui pourrait jouer un rôle pour le régime après, le régime d'après, pardon? Alors, dans la société civile, comme on le disait tout à l'heure, c'est très difficile de voir qui, si je devais vous donner un seul nom. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que en dehors des personnalités dont Reza Pahlavi à l'étranger, on a beaucoup de technocrates qui sont dans les prisons en Iran. Des avocats, des experts de la gestion de l'eau, des énergies, des droits de l'homme. Donc ces personnes-là, par la pression internationale, doivent être libérées pour que demain, elles puissent également participer à la discussion dans la société civile. En plus de ça, il y a également toute cette jeunesse. Pour rappel, c'est à peu près 70% de la population iranienne qui a moins de 35 ans. C'est une jeunesse qui est extrêmement éduquée, dont le niveau d'études est supérieur à la moyenne haute occidentale. Donc c'est une population qui est également prête sur différents niveaux, tant techniques qu'intellectuels, pour entrer dans la discussion. Et puis, j'ai envie de dire que j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour Donald Trump, qui souhaiterait peut-être avoir quelqu'un qui serait docile. Malheureusement pour lui, l'Iran est un vieux pays, un pays qui est extrêmement fier de son identité, et je ne pense pas qu'ils ont l'intention, que ce soit aujourd'hui ou demain, d'être soumis à qui que ce soit. Avoir une relation normale et amicale avec la totalité des pays du monde, bien sûr, et c'est pour ça aussi que les Iraniens se sont révoltés, mais être soumis à un autre pays, je ne pense pas. Et au vu de la richesse intellectuelle de la population iranienne, je pense que ça va être difficile pour lui de trouver des gens dociles. Gauthier, on entend ce qu'affirme Kian Habibian, mais en revanche, dans les faits, aujourd'hui, l'armée israélienne, l'armée américaine a pilonné l'Iran, a coupé des têtes, même s'il y a le triumvirat qui est en place. D'un point de vue géopolitique, le pouvoir iranien ne pourra pas faire sans ces jeux qui le dépassent. Oui, c'est vrai. Maintenant, là où je rejoins notre invité, c'est que, regardez, prenez la révolution, justement, islamique de 1979. Sans un soutien, alors on pourra revenir sur les raisons, notamment la période du Shah, mais sans un soutien solide et véritable de la population iranienne, la chose aurait peut-être, pour le bien ou pour le mal, j'en sais rien, mais aurait peut-être tourné court, en tout cas aurait été moins pérenne. Et c'est ça aussi qui s'est passé, c'est-à-dire que ce soutien massif, pour des raisons qui tenaient au caractère pas illégitime, mais extrêmement brutal du régime du Shah, il y a eu cette volonté de respiritualiser l'Iran. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Occident, on a dit, mais après tout, les Iraniens ont le droit de retrouver une forme d'humanité, et on a pensé que cette humanité allait passer par l'instauration d'une république islamique. Mais vous voyez que les masses, la population iranienne a joué un grand rôle. Et nul doute, comme vous le disiez, qu'elle sera extrêmement vigilante et extrêmement attentive à tout ce qui pourrait, de près ou de loin, tenter de la déposséder de ce pouvoir-là. Et pour autant, vous vouliez rebondir? Non, justement, je pense aussi que votre point est très juste. Et d'ailleurs, ce qui a changé depuis 1979, c'est l'accès à l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui sont au fait de ce qui se passe. Je le vois à la génération de mes parents, des grands-parents, mais aussi des étudiants avec lesquels on a la chance de travailler. Tous questionnent les choses. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des partis pris, ils ont des idéologies qui leur sont propres, mais ils n'hésitent pas à discuter entre eux. C'est cet espace qui n'existait pas en 79, qui n'a même pas eu le temps d'exister, parce que dès 80, il y a eu la guerre avec l'Irak. Donc aujourd'hui, les Iraniens, et depuis plusieurs années, ont entretenu cet esprit démocratique entre eux. Nous-mêmes, dans le monde étudiant, on a tout type de partisanisme. Et ce que je vois surtout, et qui est le plus beau à mes yeux, c'est ce respect mutuel entre tous ces camps qui sont prêts à s'asseoir autour d'une table parce qu'ils ont quand même l'Iran au cœur de leur pensée. Mais pour autant, Gauthier, il reste des moyens de pression qui sont utilisés par le régime. Les autorités iraniennes ont fait savoir qu'elles ont fermé le détroit d'Ormuz. Oui, alors avec les conséquences que
que cela peut avoir. On sait l'importance du détroit d'Ormuz dans le commerce mondial, dans le commerce international, et qui donc est une façon, à travers cette fermeture, d'internationaliser le conflit en disant, écoutez, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire le pouvoir, faut-il le dire actuel ou récent, nous sommes dans la panade, nous sommes dans la difficulté, et si nous voulons, nous avons un pouvoir de nuisance capital. Vous avez vu qu'hier, un certain nombre de missiles sont tombés sur des territoires qui étaient les territoires, on va dire, des monarchies arabes du Golfe, entre autres, et que, évidemment, cela avait pour but de dire à ces monarchies, faites tout, usez de votre influence auprès des États-Unis pour que cela cesse. Bien. Donc, il y a cette capacité, si vous voulez, à mouiller, si j'ose dire, un certain nombre de pays dans la problématique actuelle pour que ces pays s'en saisissent dans le sens de, comment dirais-je, dans le sens d'amoindrir la pression sur le régime des mollahs. Bon, est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut ne pas marcher? Je n'en sais rien. Tout dépendra de ce rapport de force interne qui est en train de se jouer en Iran. Parce que là, on peut bien sûr parler de l'action des uns et des autres à l'extérieur, mais tout dépendra de la manière dont la population, et avec la multiplicité idéologique et politique de cette population, la manière dont elle parvient à s'imposer pour que ce genre de jeu, entre guillemets, que vous décrivez, ne soit pas admissible, ne soit pas admis ou concevable par les acteurs. C'est toujours le problème d'une révolution, c'est s'imposer soi-même face à des calculs qui ne sont pas ceux de la population. C'était aussi le cas de 1979, où là, les mollahs se sont imposés. Mais ça peut être le cas de quantité d'autres pays où se déroule une révolution qui est très largement issue des rangs de la population, sauf que là, il y a une aide supplémentaire qui est celle, bien sûr, des États-Unis, et ça me rappelle ce que disait un certain nombre d'Iraniens lorsque Donald Trump avait dit, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, avait dit « tenez bon, on arrive ». Alors d'une part, ceux qui ne sont pas morts en Iran, malheureusement, dans cette période-là, eh bien ils attendent toujours. Ou maintenant ils ont attendu et ils ont vu. Mais si vous voulez, les promesses aussi de l'extérieur n'engagent que ceux qui les donnent. C'est un vieil adage. Habibian, vous le tenez bon, on arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui a été finalement très audible, très entendu, qui a trouvé un écho particulier au sein de la population? Est-ce que la population iranienne attend toujours une aide plus grande encore que celle qu'on a pu voir? Alors, quantifier l'aide attendue de la part de la population, c'est assez difficile. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les 8 et 9 janvier, les Iraniens attendaient une aide de la communauté internationale qui n'est pas arrivée. Donc, quand bien même l'opération est menée maintenant, je tiens quand même à rappeler qu'il y a au moins 36 000 de nos compatriotes qui ont été tués par des armes de guerre utilisées par la République islamique contre des manifestants désarmés. Et donc, la question vient à se poser de pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus plus tôt ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas activé d'autres leviers à ce moment-là pour éviter ce bain de sang à l'intérieur du pays? Et donc, quand bien même il y aurait un soulagement de la part de la population après la mort de Khamenei, il y a également une douleur pour toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants. Pour rappel, il y a également des enfants très jeunes qui ont été tués. On a des victimes qui ont 8 ans, 13 ans. Ce n'est pas un âge auquel on est censé recevoir une balle de Kalachnikov dans la tête. Je suis désolé pour la dureté de ces mots, mais c'est la réalité de la vie des Iraniens depuis 47 ans. Gauthier, on entend le bilan macabre qui est dressé là. Pour autant, on est obligé de s'intéresser au droit international. Il n'a pas été respecté d'après plusieurs chancelleries. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a condamné les frappes israélo-américaines. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, c'est un débat interminable. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. Il est capital. Là, je reprends ce que vient de dire notre invité directement. Si la démocratie et l'instauration de la démocratie était véritablement le but recherché par l'Occident, si les choses étaient, pardonnez-moi de le dire, aussi simples, c'est-à-dire que pour éviter les 36 000 morts, on pouvait agir de la sorte là où on en est, pour arriver là où on en est aujourd'hui, c'était pas si, pardonnez-moi, mais c'était pas si compliqué que ça. Donc pourquoi cette communauté internationale, effectivement, n'est pas venue plus tôt en aide
cette fois-ci aux Iraniens, la fois précédente, etc., etc. On nous disait c'est extrêmement compliqué d'intervenir en Iran, et là on voit qu'il a suffi, je ne sais pas comment m'exprimer, mais qu'il a suffi de quelques frappes pour y arriver. Donc là, il y a un problème par rapport justement au droit international. Parce que le droit international, c'est effectivement de ne pas agresser un pays souverain, mais quand ce pays souverain commet ce qu'il commet, qu'est-ce que vous faites ? C'est cette question, pardonnez-moi, elle est vieille comme le monde. Mais autant le droit international est capital parce que ça m'empêche, moi, si je veux votre maison, ça m'empêche d'y aller. Parce que justement, s'il n'y a pas ce respect-là, à ce moment-là, tout le monde va vouloir se servir et dans des proportions qui sont dramatiques parce que ces choses-là ne vont jamais sans mort. Et en même temps, justement, si le but est d'éviter justement le désordre qui contrevient au droit international. Le désordre, c'est au début quand un régime vise sa population, la tue et la torture. Donc il faudrait essayer, je m'arrête là, il faudrait essayer de construire un continuum entre ce qui est du droit élémentaire à vivre, le droit de l'humanité, et ce droit international. Le problème, c'est que ça fait quand même un bon bout de temps que les deux n'ont plus la même, manifestement, n'ont plus la même acception. Ce mot-là n'a plus la même acception pour l'ensemble des acteurs internationaux. Monsieur Habibian, en tant que membre de la société civile, quel regard vous portez sur cette réflexion autour du droit international qui a été violé ? Alors, comme vous le disiez très justement, le droit international est devenu un sujet assez complexe pour les Iraniens. En premier lieu, ils peuvent, à très juste titre, je pense, souligner l'hypocrisie des instances internationales, qui rappellent sans cesse le droit, également à l'autodétermination des peuples, le droit à la vie, qui n'a jamais été respecté. On a entendu la déclaration d'Antonio Gutiérrez. Le 11 février dernier, la République islamique d'Iran fêtait son 47e anniversaire. On n'était même pas 30 jours après un massacre terrible à l'intérieur du pays. Et le secrétaire général de l'ONU a décidé de féliciter la République islamique d'Iran pour sa révolution. Quel genre de message est-ce que l'instance qui est censée représenter le droit international envoie à la population iranienne lorsqu'il fait ce genre de déclaration ? Donc, bien évidemment, il y a le droit international. On peut se demander la question de qui a frappé en premier et pourquoi. Mais dans le cadre du droit international, il y a également la responsabilité de protéger. Et cette responsabilité de protéger, je pense qu'elle exige également une proactivité des acteurs, et c'est-à-dire activer peut-être d'autres leviers que la voie militaire avant d'arriver à l'épisode du massacre de janvier. Ils auraient pu activer Internet, ils auraient pu mettre d'autres pressions économiques, militaires, pour pouvoir exiger certaines garanties pour la société civile. Donc, je pense aujourd'hui que le droit international, lui, reste essentiel dans l'ordre mondial, mais qu'il faudrait peut-être retrouver la dignité, le courage de l'appliquer correctement et de ne pas avoir une géométrie à degré variable, c'est-à-dire féliciter une dictature et en même temps appeler à la retenue. Encore une fois, je vais revenir sur les déclarations d'Antonio Gutiérrez au mois de janvier. Il appelait à la retenue dans le cadre de la répression. Qu'est-ce que ça veut dire, la retenue dans le cadre de la répression ? Quelle retenue quand on utilise des kalachnikovs, des balles de sniper contre une population désarmée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc peut-être redéfinir certains points, peut-être acter un peu plus précisément ce que ça veut dire protéger la société civile et leur donner le droit à l'autodétermination. Je pense que c'est les points aussi qui vont être soulevés demain par la société iranienne également, qui va demander certaines clarifications à ces institutions et se demander également cette garantie qui leur permettra demain de vivre dans la loi internationale. Gauthier, après tout cela, les institutions internationales, l'ONU a un rôle à jouer, lequel ? Exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire une refonte de ce droit international, non pas pour l'inverser, mais pour voir comment, dans la pratique, il doit être appliqué pour que justement on n'arrive pas à des situations comme celle de ces massacres récents en Iran, ou même pour qu'on évite d'arriver à la situation aujourd'hui qui est celle d'une remise en question de la sécurité dans la région, mais toujours se poser la question à quoi c'est bon. Je voudrais rappeler d'un mot ce qui s'est passé au Kosovo en 1999. Il n'y a eu, pour l'intervention de l'OTAN, aucun blanc-seing accordé par les instances internationales et par l'ONU. Qu'y avait-il comme nécessité ? Alors on a dit bien sûr les Américains veulent mettre un pied en Europe, etc. Bon, on voit à l'usage que ce n'était pas finalement le but. Mais la nécessité officielle, ça a été de dire on sauve une population qui est en voie d'extinction parce qu'elle est pourchassée par une autre. En l'occurrence, c'était les Albanais du Kosovo qui étaient menacés. Ça a donné cette intervention qui a mis les Russes hors d'eux, très bien.
Mais le principe était important de poser la nécessité de sauver des gens qui sont en train d'être tués. Vous ne pouvez pas, et c'est là-dessus que je pense qu'on pourrait trouver quelque chose de commun avec le maintien d'un ordre international, vous ne pouvez pas espérer que l'ordre tienne dans le monde s'il est régulièrement bafoué à tel endroit ou ailleurs. Voilà, c'est ça. L'ordre international ne peut pas être garanti à partir du moment où d'emblée certaines dictatures, certains potentats, tout ce que vous voulez, certains groupes s'arrogent le droit de vie ou de mort sur les personnes. L'ordre, ça ne peut pas être ça. Et après, justement, quand vous dites l'ordre international, vous donnez l'impression que vous venez, comme on dit, avec un pansement sur une... C'est un emplâtre sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'on ne soigne rien, on dit simplement il ne faut pas le faire. Mais si pendant ce temps-là, le désordre se propage, ce que j'appelle le désordre, c'est ça, c'est tuer des gens, c'est les opprimer. Vous ne pouvez pas changer. Merci, messieurs. Restez avec nous sur France 24. L'édition spéciale revient dans un instant.